Alors, des documentaires sur Rennes-le-Château, il y en a eu beaucoup. Mais le premier qui vient à l'esprit, c'est du Trésor au vertige, réalisé par Georges Combe, qui par chance est à mes côtés. Bonjour Georges. Bonjour. C'est un fait, lorsqu'on demande quel est le documentaire qui t'a le plus marqué aux passionnés de Rennes-le-Château, on dit toujours du Trésor au vertige. Le titre est vraiment approprié, on passe bien d'une affaire de trésor à une affaire vertigineuse qui explore plusieurs pistes. Tu l'as réalisé il y a combien de temps? Il y a eu plus d'une quinzaine d'années quand même. Voilà, et c'est... Alors l'histoire de ce film, moi j'étais réalisateur et je suis toujours réalisateur de films depuis déjà des dizaines d'années. Et un jour, en visitant les châteaux cathares, je suis passé à Cuisa. C'était le 31 décembre, c'était assez triste, il faut bien le dire. Il faisait pas très beau. Et puis j'ai vu une pancarte, visiter le domaine de la Bessonnière, le curé au milliard, etc., etc. Donc je me suis dit, c'est à 5 km, je vais monter. Et là j'ai été époustouflé par le paysage qu'on voyait de Rennes-le-Château. Je connaissais un peu l'histoire de cet abbé. Et je me suis dit, là il y a un film. Si la Bessonnière avait été curé à Valenciennes, ou je sais pas, dans une ville sans grand intérêt, sans force cinématographique, j'aurais pas fait le film. Là, je me suis dit, il y a un film. Donc je me suis un peu plus documenté sur cette histoire. Et puis le hasard a fait qu'un jour, un ami, qui était aussi passionné par l'histoire de Rennes-le-Château, travaillait dans une entreprise et m'a dit, écoute, il faut que tu racontes l'histoire du curé à mon patron. Alors je lui ai raconté, il m'a dit, c'est formidable, et combien il te faut pour faire un film? Voilà. Donc il m'a donné un peu de sous et j'ai pu faire en toute liberté ce film sur Rennes-le-Château, sans savoir trop où j'allais. Je pensais faire un petit film de 20 minutes ou 50 minutes, mais l'histoire est tellement prodigieuse et avec tellement de rebondissements qu'il fait 1h10 et que vous pourrez faire beaucoup plus longtemps d'ailleurs, il y a des bonus. Et combien de temps après la réalisation? 2 ans. 2 ans. Voilà. Après, il a fallu trouver un titre et avec cet ami, on a fait un brainstorming. Il faut qu'il y ait l'histoire de trésor, Ouais. et puis il faut qu'il y ait l'histoire que c'est pas qu'une histoire de trésor, que ça va très très loin, puis ça va jusqu'à Dieu en fait. Donc Dieu, c'est le vertige. On ne sait pas ce que c'est, donc c'est vertigineux. Donc du trésor au vertige. Voilà comment s'est généré ce film. Et puis on l'a sorti en DVD et ça a bien marché. Peu après, Dan Brown, enfin c'est pas à cause du DVD, hein, Dan Brown a fait son livre sur le Da Vinci Code, ce qui a reboosté le film. Alors justement, c'est pour ça que le titre a changé Le du titre Trésor a au vertige changé, voilà, de Saunière à Da Vinci Code. Voilà, parce que le Da Vinci Code était encore plus connu que Saunière et Rennes-le-Château. Il y a une piste qui n'a pas été explorée, c'est celle du comte de Cabalis par d'autres. Alors dans le film, j'en parle pendant quelques secondes, puisqu'il est Montfaucon de Villars, qui est l'auteur du livre, du roman, est né à, je crois, à La Serpente, à côté de Cuisa, enfin, à côté de Rennes-le-Château. Et je pense qu'il tire une partie de sa matière romanesque et initiatique de l'histoire de Rennes-le-Château. Alors l'histoire de Rennes-le-Château, ça montre aussi qu'elle va beaucoup plus en amont que l'histoire de Saunière. Elle va, c'est Franck Dafos qui a bien montré la chose, entre autres, avec le Monseigneur du Pavillon, l'évêque d'Alette. Et Nicolas du Pavillon a tellement marqué cette région au XVIIe siècle qu'une dame a appelé son fils Nicolas en hommage à Pavillon, et c'est Nicolas Montfaucon de Villars qui s'appelle Nicolas à cause de Pavillon. Donc les histoires se connectent quand même un peu. De quoi parle Montfaucon de Villars et le comte de Gabalis? De créatures élémentaires ou élémentales, les esprits de l'air, de l'eau, les fées, mais derrière tout ça, peut-être qu'il se cache autre chose. Et tu avais réalisé d'autres documentaires auparavant? Ah oui, j'ai fait beaucoup de documentaires sur la peinture, sur la musique, notamment L'île des morts, c'est un poème symphonique de Rachmaninoff, d'après un tableau de Böcklin. J'avais fait un film de Venise à Versailles, sur le tableau de Véronèse, le repas chez Simon, qui nous amène déjà à Marie-Madeleine. Et j'avais fait, juste avant de faire un film sur Rennes-le-Château, j'avais fait un film sur une commande de TF1 et de TV Bretz sur les aliments de Carnac. Donc montrer là encore un site mystérieux, puisque personne ne sait
exactement à quoi servaient ces alignements de Karnak. Donc c'est encore une investigation. Donc ça fait longtemps que tu es passionné par les mystères. Mais c'était une investigation cadrée dans une structure de diffusion télévisuelle normale avec un monument historique qui produisait le film. Donc il fallait que ça fasse 52 minutes et pas plus. Alors le plaisir que j'ai eu à faire Rennes-le-Château, c'est la première fois que ça m'arrivait. Comme j'avais carte blanche, pas de diffuseur, sinon le DVD, j'ai pu faire 2h10 sans problème, en toute jouissance, si je puis dire, toute plénitude de ce sujet merveilleux. Puis après, j'y ai pris goût. Donc après, Est-ce que tu as attrapé le virus? Ah oui, après je suis parti dans un produit, alors avec quelques économies que j'avais, avec le voyage alchimique et Patrick Buren-Sénas, où là ça fait 7h30, alors que j'étais parti là aussi pour faire 50 minutes, qui est toute l'histoire de l'alchimie à travers un voyage de Bruxelles à Saint-Jacques-de-Compostelle. Et ce qui est très intéressant dans ce documentaire, c'est que tu prends ton temps. Et surtout, c'est cette musique, cette fameuse voix. C'est toi qui C'est la mienne, d'ailleurs. Ah, c'est la tienne? Oui. Ah, d'accord. Ah oui, je m'investis dans le film. Alors pourquoi c'est la mienne? Parce que je ne sais pas du tout ni coquetterie ni rien, mais on m'a dit écoute, ta voix passe bien. J'ai dit non, je la trouve dégueulasse. Et on m'a dit non, elle passe bien, c'est toi qui devrais dire le commentaire. Alors je me suis essayé. Ça ne plaît pas à tout le monde, mais tant pis. Par exemple, j'avais fait un film entre les deux qui était une commande de la chaîne KTO et des Amis de la Basilique de Saint-Maximin sur Marie-Madeleine. C'est Marie-Madeleine en Provence. J'avais aussi dit le commentaire. Alors là, ils n'ont pas du tout aimé. Et KTO a dit non, virez ça, c'est pas bien, c'est triste. Voilà, donc on a pris un comédien pour. Bon, voilà. Mais là, j'étais pas libre. Là, maintenant, je suis libre. Et le fameux texte, une histoire dont on ne sort pas indemne. Ben oui, c'est vrai d'ailleurs. Et justement, donc, tu as continué à t'intéresser à l'affaire. Tu n'as pas voulu ajouter un complément d'enquête? Ça évolue sans arrêt, donc on pourrait. Donc un ami musicien m'a dit il faut que tu fasses une suite à Rennes-le-Château. Mais bon, pour l'instant, j'ai d'autres sujets en tête. Alors justement, quels sont tes projets? Alors après l'alchimie, j'ai fait un film sur les souterrains de la Croix-Rousse à Lyon, les arêtes de Magnifique poissons. coffret. Là aussi, j'étais parti pour 52 minutes pour me reposer un peu du voyage alchimique qui avait quand même pris 7 ans de ma vie. Je me suis dit, je vais faire un petit film près de chez moi à Lyon. Mais ça a quand même fait 3h30 et un voyage qui m'a conduit jusqu'à Jérusalem. Donc un film est une aventure, quoi. Alors, tu as pu explorer à ton aise ces fameux souterrains du temps? Les souterrains de la Croix-Rousse, oui, bien sûr. Et les souterrains de Jérusalem, c'est plus compliqué parce que le sujet est plus brûlant. Mais il y a des souterrains, j'en ai visité 3 ou 4 quand même, oui. Mais qui n'ont pas vraiment de rapport avec ceux de la Croix-Rousse. Le rapport, il y en a un entre Lyon et Jérusalem, mais il est ailleurs. Voilà, enfin ça, vous verrez le film et vous le comprendrez. Et est-ce que Lyon reste toujours une ville ésotérique? Ah oui, oui, bien sûr. Et la même chose m'est arrivée avec ces souterrains qu'avec Rennes-le-Château. C'est qu'en partant d'une histoire ponctuelle, précise, d'un lieu bien circonscrit, on s'aperçoit qu'en montant peu à peu, on arrive à toute une tradition. Je ne dirais pas primordiale, parce que ça ne veut pas dire grand-chose, mais toute une tradition millénaire, au moins de l'Occident, peut-être de toute la Terre. Et donc on arrive à une vision étonnante de la condition de l'homme sur Terre. Pourquoi on est là, quoi. C'est le vrai sujet. Tout le monde se pose la question, hein. Pourquoi est-ce que je vis, pourquoi est-ce que je meurs et qu'est-ce que ça veut dire tout ça. Alors il y a des lieux qui nous donnent quelques clés et avec la caméra j'essaye de faire jouer ces clés. Alors Rennes-le-Château en est un, les souterrains, l'alchimie évidemment c'est aussi une clé, hein, puis c'est la quête de la pierre philosophale, soi-disant de l'immortalité, etc. Et les souterrains c'est la quête du temps. Hein. C'est pour ça que je termine avec Philippe Guillemant qui a une philosophie du temps bien particulière, qui rejoint la physique quantique et les découvertes actuelles. Et mon prochain film, c'est aussi sur le même genre de sujet. Donc en explorant certains lieux, tu as l'impression de remonter à certaines de nos origines? Ah bah oui, déjà les origines, pour Rennes-le-Château, c'est évident. Pour les souterrains de Lyon aussi, c'est les origines de la chrétienté, le Christ.
On parlait de Jérusalem, puis le château, il y a Marie-Madeleine, etc. Et puis l'alchimie est également très liée à une perspective religieuse, puisqu'au Moyen-Âge, le Christ, on l'appelait la pierre philosophale. C'était une des dominations du Christ. Et il y a effectivement toute une lecture alchimique du christianisme. Alors à lequel a copié l'autre, ça, on ne serait pas là-dedans. Mais disons qu'il y a un rapport. Donc, je ne sais plus pourquoi on disait ça, mais ça fait rien. Voilà. Et donc ton documentaire à venir? Alors mon documentaire à venir, c'est un sujet encore plus compliqué, puisque je ne vais pas m'arrêter, mais on ne peut pas aller plus loin d'ailleurs. Même je ne sais pas si je peux aller jusqu'au bout. C'est sur les fameux objets volants non identifiés, les ovnis, dont on parle déjà à Rennes-le-Château avec le Bugarache. Claude Sinclair l'évoque. Qu'est-ce que c'est? Alors, le problème avec les ovnis par rapport aux autres films, c'est que Rennes-le-Château, on sait ce que c'est. On ne sait pas le secret du lieu, mais on sait que le lieu existe, c'est au moins ça. L'alchimie, on sait ce que c'est. On ne sait pas si ça marche, la pierre philosophale, ni si ça fait de l'or. Mais on sait qu'il y a une tradition plus que millénaire derrière, et puis des milliers de livres. Donc il y a un fond. Les souterrains, la Croix-Rousse, on peut se promener dedans. J'y ai passé 10 jours, les filmer sous toutes les coutures, donc ça existe. Les ovnis, on ne sait pas. Des gens voient des choses, il y a certainement un phénomène. Quoi? On n'en sait rien. Et là, c'est même pas filmable, parce que je ne vais pas mettre ma caméra en attendant qu'il y ait un ovni qui passe, il ne passera jamais. Donc il y a une chance sur 1 milliard pour qu'il passe juste là, pile poil à ce moment-là. Donc il y a une dimension psychologique au phénomène ovni, mais qui est fondamentale. Il y a aussi une dimension psychologique à l'alchimie, bien sûr, à Rennes-le-Château, qui est incarné par l'abbé Saunière, par Gélis, par Boudet, etc. Et dans les souterrains du temps, il y a aussi une petite dimension psychologique qui est incarnée par le rapport avec Jérusalem, avec la franc-maçonnerie, avec tout ça. Mais les ovnis, c'est une dimension psychologique évidente et fondamentale. Et le premier à s'être intéressé à la question, c'est Jung, avec les ovnis, un mythe moderne, son dernier livre, où il dit que les ovnis, c'est une manifestation de l'inconscient. Alors le problème de Jung, qu'il retrouve déjà d'ailleurs, qu'il a déjà traité dans l'alchimie, c'est comment l'inconscient peut émerger dans le réel. C'est tout le problème des ovnis, parce que certains impriment les radars, certains les voient, mais comment peut-on voir l'inconscient? Ça, c'est le problème. Comment peut-on avoir conscience de l'inconscient? Et là, on franchit une limite humaine. Oui, ben déjà dans le Trésor au vertige, il y avait une observation qui avait été faite au Cardou. Oui, au Cardou, il y en avait eu. Par Jean-Claude Debrou. Oui, ouais. Entre autres. Puis il y en avait eu aussi au. Et puis Sinclair parle aussi du Cardou, oui, avec un tube qu'il évoque dans le film. Mais alors c'est quoi ça? Est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est un fantôme? Est-ce que c'est quelque chose qui vient d'ailleurs, mais pas forcément du cosmos, qui peut venir de l'inconscient, de la psyché, comme dirait Jung, et qui tout d'un coup se matérialise provisoirement pendant quelques minutes, le temps d'une observation, et qui disparaît. Et alors pourquoi telle personne l'observe et pas telle autre? Donc là, tu vas explorer certains sites particulièrement? Non, parce que j'explore surtout la problématique ovni. Quelle est la question que ça nous pose à nous, êtres humains du XXIe siècle? Et ça nous pose beaucoup de questions, notamment la question fondamentale, c'est est-ce qu'on ne serait pas à la fin d'une forme d'humanité? Alors, il y a eu au cours des millénaires des milliers de transformations culturelles, les Égyptiens, les Hébreux, les Romains, les Grecs, les Celtes, etc., etc., les diverses religions, tout ça. Mais ça reste quand même un arrière-plan humain. On s'y retrouve à peu près entre les hommes du néolithique et aujourd'hui, il y a une continuité, on trouve des constantes. Les ovnis posent une autre question. Parce que pour la première fois, alors déjà, question mythique, si c'est extraterrestre, ce qui n'est pas sûr, on sort de toute façon de notre cadre humain, qui est d'habiter sur Terre. Et donc, c'est quoi? Et est-ce que ce ne serait pas un signe qui dirait à l'homme, maintenant, il faut changer de dimension?
Alors est-ce que c'est une dimension positive ou négative? Ça, c'est une autre question. Et donc il va être basé sur des témoignages? Témoignages, non pas d'observation, parce que un témoignage d'observation, ça peut toujours être discuté, même pour un fait. On s'aperçoit bien que la police, quand elle enquête sur un fait divers, il y a autant de récits que de témoins. Donc les ovnis, c'est pareil. Donc les témoignages, on ne peut pas trop se fier dessus, on peut partir de là. Mais le film part surtout de gens qui ont réfléchi sur toute cette base documentée pour essayer de voir ce que c'était, quoi. Et c'est pas évident. Donc là, tu es en plein dedans. En Oui. plein tournage. Tournage et montage, les deux se font en même temps. D'accord, il sera disponible sous quelle forme? Alors, sous forme de film. Parce D'accord. que pour moi, une des pistes qui se précise de plus en plus, que les ovnis, c'est du cinéma. Alors, à tous les sens du terme, on peut dire c'est du cinéma, c'est-à-dire que ça n'existe pas. Mais on peut dire aussi que c'est du cinéma. La preuve, c'est que Hollywood, un film sur 4, c'est des histoires d'extraterrestres, avec Spielberg, avec Premier Contact, etc., etc. Donc le cinéma américain, mais même déjà Méliès avec Le Voyage dans la Lune, s'est emparé de ce sujet. Parce qu'il y a un rapport entre l'image et même le son. Avec les rencontres du troisième type, on communique avec les aliens par des sons, c'est une belle idée. Mais il y a un rapport très étroit entre le cinéma et les ovnis. Et ce rapport se précise de plus en plus, puisque le cinéma devient de plus en plus informatique, avec les images de synthèse. D'ailleurs, dans le film, il y aura au moins une demi-heure d'images de synthèse. Et donc, il y a un rapport très étroit entre les ovnis et l'informatique. Et donc, forcément, entre les ovnis et ce qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence artificielle. Et là, on se heurte à des vraies questions. Alors voilà ce que je peux dire. En tout cas, voilà, tiens-nous au courant de ce documentaire. Oui, c'est toujours vraiment un plaisir de converser avec toi et je te remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie. À bientôt. Au revoir.